106 et 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur rfaradio.fr. Et puis nous sommes en direct sur Facebook, comme tous les dimanches, pour analyse situation internationale de questions importantes. Et ensuite, nous aurons une partie interactive sur les ondes de radio et Internet, à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Alors, comme le veut le schéma traditionnel, nous prenons des faits d'actualité pour soutenir des commentaires et une partie des constructions. Mais cette fois-là, nous allons faire coïncider deux faits d'actualité qui concernent des catastrophes climatiques et d'une part, et d'autre part, la guerre idéologique sur la question de Covid qui est encore plus intense qu'elle ne l'était. Et la partie des constructions va concerner, à partir de ces deux exemples-là et de la conclusion que nous allons tirer, le paradoxe qui existe entre le pouvoir des élus, des classes dominantes qui contrôlent le pouvoir économique et institutionnel, et d'autre part, les marges de manœuvre dont disposent les individus et chacun d'entre nous, ce que nous pouvons faire pour contribuer au changement de la société. Donc, ce fondement de déconstruction sera intégré aux questions que nous allons aborder. Alors, nous allons commencer par la question des catastrophes climatiques. Nous en avons beaucoup parlé ces 2 dernières semaines, mais il y a un phénomène qu'on a signalé en passant avec très peu de commentaires qui a étonné toute la communauté scientifique. En effet, quelque chose qui ne s'était jamais vu au niveau de l'atmosphère a eu lieu. Il s'agit de pluies qui sont tombées sur la calotte glaciaire du Groenland. C'est quelque chose qui était inimaginable, mais qui révèle qu'il y a une très grande accélération du changement climatique et un dérèglement global qui aura des conséquences incalculables sur notre vie dans les toutes proches années à venir. Alors évidemment, vous avez entendu cette semaine qu'il y a eu encore des catastrophes liées au changement climatique, des incendies. Actuellement, il y a un cyclone qui se déplace dans la région, Ida, qui va atteindre les côtes états-uniennes. Donc ça, c'est la confirmation que nous sommes dans une situation excessivement grave. Alors, ça nous amène à la nécessité de faire un rappel de certaines données dont on ne parle pas suffisamment et de façon à tirer des conclusions dans les médias, dans les empires médiatiques occidentaux. Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2020, il y a eu, tenez-vous bien, 18 142 événements qui ont produit de graves dégâts, de graves dommages sur la surface de la planète. Je rappelle le chiffre, 18 142 événements. Et ces événements-là ont entraîné la mort directement de 1 354 792 personnes liées aux catastrophes climatiques. On a chiffré les dégâts pour cette même période à 3 443 milliards de dollars états-uniens. C'est immense. Et ils ont entraîné, ces différentes catastrophes, des déplacements de population massifs. Alors pour l'année 2020 seulement, on a compté 55 millions de déplacés à l'échelle de la planète. Le plus grand nombre, c'est lié aux catastrophes climatiques ou aux conséquences des catastrophes climatiques, destruction de récoltes, faim, due aux sécheresses, etc. Et aux conflits qui y naissent. Alors, sur ces 55 millions, il y en a qui sont concernés par des violences terroristes ou des affrontements, des guerres qui ne contrôlent pas, mais en dernière analyse, on sait que les incidences des conflits économiques attisent les guerres. Mais enfin, 55 millions de personnes.
La dernière fois, je proposais que nous changions nos habitudes en profitant du confinement en matière d'éducation, de réflexion collective. Voilà un bel exemple. Je vous invite, vous parents, qui pouvez contrôler les informatiques, les moyens informatiques, à inviter vos enfants autour d'une table et puis à dire cherchons ensemble les causes des catastrophes climatiques actuelles. Regardons, cherchons des documents sur ça. Si vous ne maîtrisez pas l'informatique, c'est une belle occasion aussi de valoriser vos enfants, de montrer qu'ils peuvent. Georges, Gisèle, venez, cherchons sur les moteurs de recherche dans ton matériel informatique les causes des catastrophes, les conséquences. Et puis, discutons de ça. Vous allez prendre conscience de l'ampleur de cette crise majeure qui frappe le climat et l'urgence qu'il y a à apporter des réponses. Donc, nous avons parlé du coût 3,443 milliards de dollars. Nous avons parlé de destruction de biens, etc. Qui sont les victimes principales? Les 1 354 000. Qui sont les victimes principales? Ce ne sont pas les gens de la haute bourgeoisie. Hein. Ils sont à l'abri. Ce ne sont pas les PDG des industries qui polluent et qui changent le climat. Ils n'ont pas de perte. Ils sont à l'abri. Ce sont des malheureux. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se loger dignement, qui ne peuvent pas se protéger, qui construisent des maisons de briques et de brocs. C'est eux qui meurent. Essentiellement dans les pays du tiers-monde, mais également dans les zones pauvres des pays occidentaux dits les plus riches de la Terre. Le cyclone dont on a parlé, Ida, se dirige vers une province qui a été massacrée il y a 10 ans de ça, où les morts c'était des nègres, des gens, des exclus, majoritairement, parce qu'ils n'avaient pas les conditions. Ce sont les victimes. Et pendant qu'il y a ces victimes-là, ceux qui sont au pouvoir engrangent des profits après les catastrophes. Quand il y a un cyclone qui passe ici, qui détruit, où allons-nous acheter le matériel pour reconstruire notre maison? Qui enrichissons-nous? Est-ce que ces personnes-là, elles, ont perdu leur logement? Non. Et puis, ceux qui en tirent les bénéfices, c'est les assurances qui augmentent les primes. Donc, tous ces gens-là qui sont responsables des catastrophes et des morts, ils sont directement responsables du nombre de morts et de destruction que subissent les classes dominées. Parce que c'est leur politique qui interdit aux gens de se prémunir. C'est parce que c'est leurs médias qui empêchent aux gens de développer la prévention pour développer des choses de bas niveau et pour flatter les bas instincts. Donc, quand nous avons commenté cette réalité, nous devons nous dire, est-ce que nous allons continuer à accepter cela sans réagir? Est-ce que nous allons continuer à faire la politique de l'autruche et refuser d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de l'avenir de nos enfants, vis-à-vis de l'avenir de notre pays, de la planète et plus généralement de l'humanité? Est-ce que nous allons refuser de nous battre contre les responsables de ces catastrophes qui, par leur politique de pollution, par leur politique de destruction des moyens de vie des pauvres, sont responsables directement? Est-ce que nous allons nous battre contre la politique ultralibérale que le système impérialiste, colonialiste et capitaliste, quand au fond, impose à l'humanité? Alors ça nous amène à parler de la deuxième question d'actualité. C'est cette guerre idéologique qui continue à faire rage autour de la pandémie de Covid-19. Pourquoi? Parce que cette guerre idéologique, c'est un arbre qui cache la forêt et qui est volontairement instrumentalisé pour empêcher aux gens de réfléchir à l'urgence des premières questions que nous avons évoquées, des catastrophes naturelles, des inégalités économiques, pour effrayer la population et profiter pour imposer des mesures dictatoriales
par lesquels on pourra empêcher aux gens de se révolter pour changer la situation. Alors, les formations de départ que je voulais donner, c'est au début de semaine. On annonce à grand fracas, des cris victorieux, Pfizer, aux États-Unis, a reçu l'aval des autorités officielles pour passer à l'acceptation définitive du vaccin. Parce que jusqu'à présent, c'était une autorisation provisoire qu'il détenait. Donc, et on nous dit quoi? Écoutez bien, chers amis qui êtes avec nous. La phase expérimentale 3 est terminée et elle a été concluante. Donc, on donne l'autorisation. Ça confirme que nous étions bien dans une phase expérimentale. Et si cela confirme qu'on était dans une phase expérimentale, on doit revisiter nos affirmations, nos positions concernant vaccination ou pas vaccination. Donc, on obligeait les gens par des lois, par des sanctions, par des menaces de suspension de salaire d'infirmières à accepter quelque chose qui était en situation d'acceptation provisoire. C'est interdit par la loi. Donc, ce sont des délinquants qui imposent aux gens la vaccination. La question de la phase expérimentale ne se pose pas, on peut la faire, c'est légiféré. On a des législations sur cela. Mais, à côté, comme c'est expérimental, on ne peut pas imposer. Il faut qu'il y ait une acceptation de la personne, éclairée, vérifiable, et un droit de refus. Si on impose un vaccin qui est en phase expérimentale, c'est de la dictature. Alors, quand nous avons dit ça, ça ne veut pas dire que l'autorisation donnée par le gouvernement états-unien est valable, puisqu'on sait les capacités de corruption, de pression qu'ont les multinationales. Et on continue à douter que cette phase expérimentale-là est vraiment terminée parce qu'ils reconnaissent qu'on ne sait pas combien de temps agissent les anticorps qui sont donnés. Ils reconnaissent qu'on ne sait pas combien de temps il faut pour donner un rappel. L'expérimentation n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir justifier des politiques dictatoriales. Donc, au contraire, comme ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, on va imposer une pensée unique et criminaliser de façon fasciste tous ceux qui ne s'agenouillent pas. Et chaque fois, on va faire une campagne de propagande pour justifier une illégalité en se basant sur la peur qu'on a distillée dans la population. Il y a 15 jours, on nous dit dans les médias, il y a 3 nourrissons qui sont morts du Covid-19. On est resté des mois et des mois à nous dire que les enfants ne présentaient pas de symptômes. Et il faudrait qu'on essaie de comprendre. Alors, comme on a besoin de justifier la vaccination dans les écoles, dans les crèches, pof, on sort une explication. Ah, il y a 3 bébés nourrissons qui sont morts du Covid. C'est de l'affabulation. Et on va dire pourquoi. Là maintenant, on parle de vacciner, d'obliger les enseignants à se faire vacciner. On sort cette semaine une information disant un enseignant en Californie qui n'était pas vacciné a contaminé 28 de ses élèves. Ça veut dire qu'il faut vacciner obligatoirement les enseignants. Mais c'est une affabulation. En quoi on peut être sûr que c'est l'enseignant qui a contaminé et non pas un enfant qui était déjà contaminé, qui a répandu parmi ses camarades et à l'enseignant. Puisqu'on ne sait pas le temps d'évolution, l'enfant pouvait être avoir fait un test. Et puis bon, on ne voit pas, mais il est déjà infecté, ou il est infecté après, il contamine tout le monde. Mais ça ne peut pas avoir de lien avec un enseignant
qui n'est pas vacciné. Mais comme on a besoin de prendre des lois pour imposer la vaccination aux enseignants, on tire du chapeau cette histoire. Donc, beaucoup de manipulation, de désinformation. Et puis, tout ce qui vient contredire, dimanche dernier, on a expliqué qu'on censure les sites, ou bien on présente comme fake news. Dimanche dernier également, j'ai parlé d'un exemple sur la chaîne publique Martinique Première. On a inauguré une rubrique fake news. La semaine dernière, on sort une attaque contre l'ivermectine. On a montré déjà que c'était une fausse fake news. Cette semaine-là, qu'est-ce qu'on voit de cette rubrique? Alors, c'est écrit fake news, et puis on reproduit une audio. Ah, ça circule sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont vaccinés et qui meurent. Et puis on passe un témoignage. Alors, ça fait scientifique, hein? Oui, je connais quelqu'un qui est mort du Covid alors qu'il était vacciné. Et puis on commence à dire que c'est une fake news. Est-ce que ce journaliste-là a fait une investigation auprès de la personne qui a dit ça? Mais nous tous, nous savons que oui, il y a des gens vaccinés qui meurent. En quoi ça peut être une fake news? Jacob Desvarieux, on l'a déjà dit, faisait de la propagande pour le vaccin qu'il avait reçu. Il était vacciné, il est mort. Alors pourquoi veut-on associer un témoignage qui dit il y a des gens qui sont vaccinés qui meurent au principe de la fake news? C'est pour dire que là, on n'est pas dans le débat contradictoire. Hein? On essaie de développer que tous ceux qui vont dire qu'il y a une personne vaccinée qui est morte, ce sont des menteurs, des gens qui font circuler des fake news. Mais à côté de ça, il y a la manipulation des chiffres. On entend dire il y a plus de thrombose chez les non-vaccinés atteints du Covid que chez ceux qui ont parce qu'on a prouvé que le vaccin a des effets secondaires qui peuvent donner des thromboses. Alors, on va sortir du chapeau une explication que je mets au défi le journaliste qui l'a dit, d'argumenter, de prouver, de montrer les études, les sources, le nombre de cas concernés. On en voit une chose, il y a plus de thrombose chez les non-vaccinés atteints du Covid que ceux qui le sont. Réfléchissons, mes chers amis. À quel moment fait-on tout ça d'études, tous les jours, pour qu'elles soient valables, de statistiques qui soient valables, pour chaque jour donner une information? Pour faire de telles études, il faut du temps, il faut du personnel, il faut des années, il faut des contrôles. Qui m'a dit à fait tout ça étude, tout ça statistique du jour au jour pour dire il y a tant, il y a ceci, il y a cela. C'est de la fabulation. Il y a une commission, on va en parler tout à l'heure, de transparence. Nous demandons à cette commission chargée de la transparence de présenter au public les bases de calcul de ces statistiques, le public touché, les vérifications qui ont été faites, l'indépendance des gens qui ont fait ces études, et puis là, on va savoir si c'est de la désinformation ou pas. Alors, autre question, vous nous donnez toutes ces statistiques. Il y a plus de thrombose chez les non-vaccinés. Donnez-nous les statistiques des gens qui sont en détresse alimentaire chez eux à cause du confinement. Vous avez des gens, vous faites des études. Dites-nous, il y a tant de Martiniquais qui ne peuvent pas manger à cause du confinement. Ça, je peux faire. Dites-nous combien de gens sont en détresse sanitaire parce qu'ils ne peuvent pas aller consulter, parce que leur rendez-vous de l'ophtalmo a été revoyé, parce qu'ils, etc., etc. Mis statistiques en dos là, moun qui a mort, moun qui a souffert. Combien de gens sont en détresse psychologique? On fait une publicité. Ah, si votre conjoint est violent, vous pouvez partir ou téléphoner. C'est bien de le faire. Mais là, mettez confinement pour développer la détresse, le stress qui, on le sait, augmente les violences. Quelle étude avez-vous faite pour savoir combien de gens sont concernés et pour aller protéger ces gens-là? Non pas attendre que mon en bas court, qui perd, etc., pour un téléphone ou bien échapper. Faites cette étude tout à l'heure, fini marteler, fait matraquage
démagogique pour obliger les gens vacciner. Alors, non seulement ils sont dans leur vague de fake news, de manipulation, hein, mais ils essaient d'étudier. Bon, on va faire une publicité, il faut qu'on mette tout ça, c'est payé tout ça. Pour dire, ah oui, moi j'ai pas peur, ah oui, mais si tu ne te vaccines pas, tu vas mort. Et puis on va appeler des savants. Par exemple, une personne afrodescendante qui a fait des études sur les vaccins à ARN messager. Ah, c'est un nom ça, hein? Et puis, scientifique, clinique. C'est un cas dit vrai. Oui, j'ai fait des études, avec ce vaccin-là, on agit sur ceci, cela. C'est vrai. Et puis, on prend ça pour généraliser, donc il faut accepter une expérimentation sur parce que sur des ARN messagers, parce que ce qu'elle dit là, c'est un résultat de choses qui ont été vérifiées, qu'on a sur le temps, qui sont expérimentées, qui sont contrôlées, où il y a des consultations individuelles avant de les utiliser. Et puis on extrapole pour dire que ce qui se fait là, ce n'est pas une expérimentation, qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas d'incertitude. C'est de la manipulation. Tout ça fake news, mais il y a aussi le non-news. Il n'y a pas qu'à dire. J'ai pris 3 exemples pour que vous puissiez vérifier. Les pays membres de l'Union européenne ont reçu une injonction de la Commission européenne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les pays décidés de lancer des campagnes de rappel vaccinal contre le Covid-19 pourraient s'exposer à des risques juridiques accrus, dans la mesure où l'administration d'un rappel n'a pas encore été recommandée par l'Agence européenne de médicaments, AEM. Cela a été rappelé par la Commission européenne. L'AEM, qui est le régulateur européen du médicament, a fait savoir à de nombreuses reprises qu'elle ne disposait pas de données suffisantes pour pouvoir se prononcer sur l'éventuelle nécessité d'un rappel vaccinal contre le Covid-19 et son calendrier d'administration. Est-ce que vous réalisez l'importance de ce qui est dit là? La Commission de Bruxelles dit aux États membres, je n'ai pas d'éléments pour autoriser des rappels. Et puis tout le monde a fait rappel. Je vais donner 3e dose aux plus de 60 ans. C'est un crime. C'est une forfaiture, c'est un crime. Et le service public, à défaut des chaînes privées qu'on sait directement liées au monde du capital, aurait le devoir de dire, attention, la Commission européenne a dit cela, il faut prendre des précautions. Pour ne pas dire. Nous savons, Deuxième élément, vous avez entendu encore ce matin, on a dit, en passant, le gouvernement japonais a suspendu l'utilisation de 1 063 000 doses de vaccin Moderna après la découverte de corps étrangers dans les fioles. Ce matin encore, en plus de ce 1 363 000, ils suspendent d'autres doses de vaccin. Il y a des corps étrangers. Pourquoi il y a des corps étrangers? Parce que c'est vous qui avez cherché l'argent, vous avez fabriqué pour vendre, etc. Et qu'il n'y a pas un suivi rigoureux des protocoles. Ça, c'est la vérité. Alors, pour nous rassurer, le gouvernement japonais dit quoi? Pour l'heure, rien n'indique que des doses contenant ces contaminants aient été administrées. Mais l'idée, il y a fait un enquête télé, il n'y a pas parlé de ça. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement japonais qui dit ça. Vous avez bien compris. Le gouvernement japonais enlève des millions de doses parce qu'il y a des corps étrangers. On ne sait pas encore si ça a tué des gens. Mais attention, tout à l'heure, on a parlé de Pfizer. On a donné une autorisation définitive dans des conditions douteuses plutôt. Mais tous les autres, là, ils sont toujours expérimentaux. Ils n'ont pas encore d'autorisation définitive. Et le gouvernement prend des lois pour nous obliger à accepter des vaccins expérimentaux.
troisième information qui a été tue dans les médias ou signalée en passant, c'est que l'association du barreau indien, les avocats indiens, poursuivent un scientifique de l'OMS au sujet de l'ivermectine. C'est le 25 mai qu'ils ont déposé la plainte. Ils ont intenté un procès. Et dans leur mémoire, il y a 71 articles qui accusent ces dirigeants-là, par leurs propos, d'être responsables de la mort de ressortissants indiens. Et ils ont l'intention de poursuivre pour obtenir des réparations pour chacun des morts qu'ils ont recensés. Alors, il est cité dans la plainte des avocats à l'adresse du docteur Soumya Swaminathan, qui avait fait une déclaration au nom de l'OMS. Votre tweet trompeur du 10 mai 2021 contre l'utilisation de l'ivermectine a eu pour effet que l'effet du Tamil Nadu a retiré l'ivermectine du protocole le 11 mai 2021, un jour seulement après que le gouvernement ait indiqué que cette substance pouvait être utilisée pour le traitement des patients atteints du Covid. Ça veut dire que le gouvernement de l'État dit, oui, on peut utiliser ça. Il se base sur les scientifiques indiens qui parlent des tibolums. C'est là le laboratoire où on fait de l'humanité, où on fait le plus de médicaments avec la Chine. Le lendemain où le gouverneur dit ça, l'OMS vient dire non, il ne faut pas, etc. Donc, l'avocat signale la responsabilité pénale de la personne qui veut maintenir une autorisation d'utilisation urgente pour la lucrative industrie des vaccins. Et les accusations spécifiques portent sur l'organisation d'une campagne de désinformation contre l'ivermectine et la publication de déclarations dans les médias sociaux pour influencer le public contre l'utilisation de l'ivermectine, malgré l'existence d'une grande quantité de données cliniques montrant sa grande efficacité dans la prévention et le traitement du COVID-19. Nous n'attendons même pas là ici. En particulier, le mémoire du barreau indien fait référence, écoutez, les gens qui répètent n'importe quoi. Le mémoire du barreau indien fait référence aux publications et aux preuves évaluées par les pairs et compilées par le groupe de 10 membres de la Front Life COVID-19 Critical Care, par un groupe de 65 membres du British Ivermectin Recommendation, dirigé par le docteur Teslawi, consultant de l'OMS et expert en méta-analyse. Le mémoire cite les cas d'hôpitaux du procureur américain Ralph Lorigo à New York, où des ordonnances judiciaires ont été nécessaires pour que les patients mourant du Covid reçoivent l'ivermectine. Et dans de nombreux cas, des patients comateux, après avoir reçu l'ivermectine, ordonnée par le tribunal, les patients se sont rétablis. Est-ce que vous imaginez ça? Le service public n'aurait pas dû dire ça. Mais non! Il faut non seulement être révérend, mais il faut être obéissant. Il faut être propagandiste de ce que le gouvernement a dit de dire. Mais c'est criminel. Cela est criminel. Mais il y a un danger plus grave dont ils sont responsables. C'est que quand ils font cette propagande-là contre des choses qui sont évidentes, ils favorisent le développement des vraies fake news et des sectes. Parce que quand vous venez dire à quelqu'un qui a une preuve que quelque chose existe, non, il n'est pas bon, cette personne n'a plus confiance en vous, mais elle va absorber des fake news que des gens mal intentionnés peuvent développer, des sectes, etc. C'est pour cela qu'il nous faut être absolument vigilants en même temps que nous dénonçons la propagande scélérate des défenseurs de Big Pharma. Il nous faut en même temps être véatifs pour ne pas accepter n'importe quoi et donner chaîne. Permettez-moi de prendre un exemple personnel. J'ai reçu une vidéo montrant cette docteure nigériane qui dit « j'ai soigné 650 personnes, etc. » Tellement le vaccin, ce n'est pas nécessaire, c'est cela.
J'ai trouvé ça bien, mais je dis, mais oui, mais je ne connais pas cette personne. Donc j'envoie à mes contacts en leur disant, j'ai reçu ça, avez-vous des informations sur la véracité de cette affaire? Ben, j'ai reçu des réponses, des personnes me disant, cette dame, c'est une pro-Trump qui a fait ceci, qui a fait cela, il faut se méfier. J'ai reçu une autre réponse qui me dit que cette dame a fait des déclarations sur les enfants qui naissent parce que les parents ont des spermes diaboliques, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas une manœuvre pour décrédibiliser ce qu'elle a dit. Mais j'ai ces deux éléments-là, je dis, hop, je reste prudent et je cherche ailleurs d'autres confirmations. Pour dire que ce n'est pas dès que je reçois une chose, comme je suis contre le vaccin, dès que je reçois quelque chose contre le vaccin, je vais balancer ça à tout le monde, il faut que je sache qui envoie et pourquoi. Parce qu'il y a à préciser, je le répète chaque fois, que la technique du vaccin peut être progressiste. Quand on fait des recherches pour essayer de bloquer le coronavirus, c'est intéressant. Si au bout du compte, l'un de ces vaccins qu'on expérimente, on arrive à prouver sur le temps, avec des études sérieuses, non contrôlées par Big Pharma ou par des gens payés, que ce vaccin-là est bon, mais tant mieux pour l'humanité. Ceux qui ont fait le pari au casino de le prendre, qui sont guéris, on souhaite ça pour eux. Mais on peut se dire, tant que ce n'est pas garanti, on a le droit d'être vigilant. Je veux parler maintenant de la fameuse commission de transparence. J'avais déjà dit que c'était un organe de propagande du gouvernement, du préfet. La commission de transparence citoyenne a publié son premier rapport. Alors, c'est quoi ce rapport? Nous avons été reçus par l'ARS. On leur a demandé ça, ils nous ont dit ça. Nous avons été reçus par le préfet. On lui a demandé ça, il nous a dit ça. Et on lui a dit, ben oui, mais on dit qu'il y a des touristes. Et non, le préfet nous a dit non, etc. Ça veut dire que le travail du comité de transparence, c'est d'aller demander aux autorités qui ont déjà parlé, dont nous nous méfions des réponses. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis de répercuter les réponses du préfet. Non, sans contradiction. Les réponses de l'ARS. Non. Est-ce que c'est un comité d'un conseil de transparence? Aller voir des institutions, poser des questions que tout le monde pose, et puis répercuter les réponses qu'ils ont toujours données, sans contradiction. C'est de la transparence. Alors, ils ajoutent le travail du comité de transparence se poursuit